une de l'actualité ce soir, Roch-Marc Christian Kaboré en République de Chine. Le président du Faso est arrivé ce mercredi à Pékin pour une visite d'État. Et juste après son arrivée, le président s'est entretenu avec la communauté burkinabé. Le point à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, Nako, un carrefour ignoré dans le sud-ouest du Burkina. La commune de Nako souffre de son inaccessibilité. Située à seulement 3 km du Ghana et à une cinquantaine de kilomètres de Gawa, aucune route praticable dans la localité. Les seuls moyens de locomotion semblent la pirogue. Mais comment font alors les populations? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, le Brésil va déployer 3200 soldats à sa frontière avec le Venezuela. Officiellement, c'est pour garantir la sécurité des migrants, mais aussi des citoyens vénézuéliens. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso est arrivé aujourd'hui même à Pékin, en République de Chine, à la tête d'une forte délégation. Roch-Marc Christian Kaboré entame une visite d'État de 3 jours dans l'Empire du Milieu. Et juste après son arrivée, le président s'est entretenu avec la communauté burkinabé. Images et commentaires avec nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamené et Jean-Emmanuel Ouidrao. Une minute de silence pour rendre hommage aux vaillants soldats tombés lors des dernières attaques terroristes dans l'est du Burkina. Je vous remercie. L'hymne national entonné en chœur pour exprimer la fierté de l'homme intègre. Les choses se passent ici à Pékin, dans la capitale de la Chine populaire. Roch-Marc Christian Kaboré face à la communauté burkinabé, une communauté d'étudiants, de commerçants et d'hommes d'affaires. Environ 400 personnes qui saluent tous la reprise des relations entre les deux pays. Nous arriverons non seulement à pouvoir présenter notre pays comme il le faut, parce qu'avant, nous n'avons pas cette relation ici, c'était comme si on se cachait. On n'avait pas vraiment le droit à beaucoup de choses. Maintenant, avec cette relation, ça nous permettra beaucoup, non seulement dans le commerce, et aussi dans beaucoup d'autres choses. Les désavantages, comme je viens de le souligner, c'est aussi ce qui était discuté dans la réunion, c'est le secteur informel. Nous prions vraiment qu'il y ait une solution qui va protéger le secteur informel. C'est notre préoccupation comme ça. Une préoccupation déjà prise en compte, rassure le président du Faso. Secteur informel, c'est une question centrale. Nous avons discuté de l'accord cadre avec nos amis de la Chine et nous avons insisté sur le fait qu'il y a 2 choses qui sont importantes pour nous. Premièrement, il faut qu'il y ait de la création d'emplois et de recrutement de Burkinabés dans les activités. Deuxièmement, en ce qui concerne la participation de la Chine, ça sera sur le gros et non sur le détail. Je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Pour nous, le schéma est très clair, c'est la protection également des intérêts des Burkinabés. Autant nous devons travailler, autant nous ne devons pas laisser le secteur noyé par des gens qui arrivent. Donc ça, c'est important. Ouverture de consulat, problème d'emploi après la formation, mais aussi des sollicitations plus personnelles. C'est la séance des questions-réponses et Roch-Marc Christian Kaboré répond sans détour et lève les inquiétudes. Au terme de l'exercice, c'est la satisfaction. C'est un honneur pour nous de rencontrer notre président et surtout l'approche qu'il a adoptée nous a vraiment touché dans le sens que nous nous sentons vraiment appuyés, surtout nous étudiants venant de Taïwan. Donc c'est vraiment réconfortant de savoir que notre chef de l'État est derrière nous et nous soutient vraiment. Au total, 48 étudiants ont rejoint la Chine populaire et actuellement, la transition et l'insertion au niveau des universités est en bonne voie. Au moins, on peut dire que les 3 quarts ont déjà eu satisfaction à leurs problèmes. Le président du Faso fait également le point de la situation nationale et rappelle sa détermination à lutter contre le terrorisme et à répondre aux attentes des Burkinabés à travers la mise en œuvre du PNDS. En politique, crise au Paris, le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité. Roland Tondé interdit au parti Roland Ngungunga, fils du fondateur du parti. Roland Tondé, qui s'est dit le seul et unique président du Paris, a aussi exclu 5 autres membres du bureau politique national du parti. Ce jeudi, face à la presse, Roland Tondé s'est longuement expliqué. On suit ses commentaires avec Éléonore Yerbanga. Il est le seul et unique président du Parti républicain pour l'intégration et la solidarité Paris, selon ce récépissé du 27 août 2014.
Roland Tondé, devant la presse burkinabé, tient à rappeler à Roland Ngungunga, fils du père fondateur du parti, qu'il a été élu président à l'issue du premier congrès extraordinaire tenu le 21 juin 2009. Aussi, il déclare Roland Ngungunga, personne non désirée du parti. Est considéré comme persona non grata. Le sieur Ngungunga Roland désiré, il avait été accepté dans le parti en mémoire de son père défunt fondateur. Il a été en complicité avec les membres du parti, usurpé, faux en écriture publique et privée, détournement de fonds. Le pari ne serait une entreprise privée, ni de la monarchie de père en fils. Et si tel est le cas, je réclame mes actions et mes dividendes placés depuis 2009. Le président du pari a aussi exclu 5 membres du bureau politique national pour diverses raisons, dont l'indiscipline avec poursuite judiciaire pour haute trahison du parti. Pour compter du lundi 27 août 2018, en attendant le verdict du procès en cours en justice, sont exclus du parti Comparé pour Bifranc, Sawadro T. Cherge, Tedrebero Mahamadi, Congo Sévérin, Ouedraro Madi. Sur le code électoral, le président du parti se rallie au chef de file de l'opposition. Pour lui qui a une résidence en Côte d'Ivoire, le nouveau code ne prend pas en compte les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire qui ont pour seul document valable la carte consulaire. Et puis le gouvernement burkinabé veut revenir aux valeurs endogènes pour le règlement des conflits dans le pays. Pour ce faire, le ministère en charge de la justice a réuni les chefs coutumiers, religieux, mais aussi des membres de la société civile et des fonctionnaires de l'administration publique. Malheureusement, ces valeurs sont en déperdition dans le pays. Alors, comment reconsidérer ces valeurs pour une réelle promotion de la paix au Burkina? On en parle avec Oumou Cissé. Les valeurs endogènes de tolérance et de paix sont des terreaux favorables pour le développement économique et social du Burkina Faso, selon le ministre en charge de la promotion civique. Des valeurs qui sont en déperdition. À cette rencontre d'échange et de partage d'expériences qui réunit autorités coutumières et religieuses, des représentants des organisations de la société civile et des partenaires étatiques, il s'agit de trouver des voies et moyens pour la promotion de ces valeurs. Quand je vous prends par exemple les questions de médiation, vous savez, dans nos traditions, lorsque nous avons des conflits, on n'a pas forcément besoin d'aller devant les juridictions. Si nous pouvons les faire résoudre dans le village, parce que les autorités coutumières ont une sorte de légitimité qui fait que lorsqu'elles rendent des décisions, elles peuvent plus facilement être acceptées que par exemple si c'est les institutions étatiques. Et par ailleurs, le dialogue est un élément important qui peut même en matière politique être une arme importante. Preuve que le Burkina Faso dispose d'un riche répertoire de valeurs sociales et culturelles, au nombre desquelles la parenté à plaisanterie, le dialogue interreligieux et le respect des autorités coutumières. Une richesse que le département de René Bagoro veut à tout prix sauvegarder à travers des actions de sensibilisation, d'éducation et de formation. On reste avec le ministère en charge de la justice pour évoquer cette formation au profit des organisations de la société civile dans la région du Sahel, des formations qui ont but de garantir une assistance et un secours efficace aux personnes vulnérables en cas de crise diverses. Le point de la première session avec Sekou Zongo sur place à Dodougou. Outiller et amener les organisations de la société civile OSC à avoir une prédisposition pour porter secours et assistance aux personnes vulnérables en période de conflit armé ou de situation de trouble. Tel est l'objectif principal de la présente session de formation à Douli. 45 au total, ces représentants des organisations de la société civile se mettront à jour des règles et principes des droits humains. Nous avons un répertoire de près de 200 associations qui travaillent avec nous. Donc nous avons estimé qu'il était nécessaire de pouvoir discuter, échanger avec les représentants de ces structures pour voir les degrés d'imprégnation de ces principes et voir les insuffisances et voir aussi leurs besoins pour essayer de leur permettre de pouvoir jouer le rôle qui est le leur. En droit international humanitaire, il y a la protection de la population civile de façon générale, mais dans cette population civile-là, il y a les femmes, les enfants et les personnes détenues qui sont encore plus vulnérables. 3 jours durant, ces représentants de la société civile seront investis d'une mission de relayeur de bonnes pratiques
en matière de protection des droits humains à travers plusieurs modules. Les questions de protection spécifique des enfants en période de conflit armé, la protection spécifique des femmes en période de conflit armé, la protection spécifique des personnes détenues. Cette session de sensibilisation des OSC de la région du Sahel sur le respect et la mise en œuvre du droit international humanitaire et des droits humains est la première étape. La deuxième est prévue du 11 au 13 septembre prochain à Dédougou, dans la boucle du Moun. Et puis la Banque mondiale, le Global Financing Facility et la Fondation Bill et Melinda Gates s'intéressent aux activités de Belvete Industries. Une délégation de ces organismes est présente à Ouagadougou pour aller voir le fonctionnement de l'usine dans la zone industrielle de Kosodo. On fait le point avec Aruna Mari. Belvete Industries ouvre ses portes à cette délégation venue des États-Unis. C'est une mission conjointe de la Banque mondiale, de la Fondation Bill et Melinda Gates et du Global Financing Facility. Les émissaires sont ici en immersion pour mieux comprendre les actions menées par le Larry Tigré, champion national de la nutrition. Nous sommes là pour échanger avec nos partenaires primaires, c'est le gouvernement du Burkina Faso, le ministère de la Santé, le ST Alimentation et Nutrition, l'équipe sur la direction de la nutrition. Et nous avons travaillé aussi avec les partenaires techniques et financiers d'avoir un aperçu des progrès sur l'élaboration d'un dossier d'investissement pour ce projet GFF et un investissement qui va venir au Burkina Faso. Donc nous espérons que cette fenêtre d'opportunité que le PA peut utiliser ce nouveau financement pour avancer les objectifs dans le PNDES pour améliorer le développement humain, le capital humain et pour renforcer la santé des mères et les enfants du Burkina. Les fruits des échanges et la production réalisée par la délégation sont très attendus. Ils seront présentés en novembre prochain à Oslo, en Norvège, lors d'une rencontre qui va explorer des pistes de solutions afin d'apporter plus de soutien aux États contre la malnutrition. Je souhaite que la fondation Bill et Melinda Gates et les femmes venues du Global Financing Facility accompagnent davantage le gouvernement burkinabé à lutter contre la malnutrition, à lutter contre la faim au Burkina Faso et aussi d'accompagner le champion dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour lutter contre la malnutrition au Burkina Faso. Pour le chef coutumier, le Jatrofa, le Moringa et le Mongbin peuvent contribuer à sortir le Burkina Faso de la malnutrition. Le champion de la nutrition a offert 3 tonnes de céréales à 200 femmes du Kadiougo. On en vient au dossier de ce journal. Nako, dans la région du sud-ouest du Burkina, souffre de son inaccessibilité. Malgré que la localité soit un carrefour entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana, aucune voie praticable. Les seuls moyens de déplacement entre les villages semblent la pirogue. Constat avec Judicaël Poda sur place à Gawa. Nako. L'illustration est frappante. Aucune route praticable dans la localité. Paradoxe, Nako abrite un poste de douane datant de 1947. Beaucoup nous manquent parce qu'on est là pour les recettes, on est là pour lutter contre la fraude. Alors les recettes c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de passage. Le passage le voici. À un coup de pagaie, la ville de Laura, en République sœur du Ghana, à 3 km. La frontière naturelle, le Mouhoun, est à 18 km de Nako et à 40 km de Gawa. Sa proximité d'avec la Côte d'Ivoire et le Mali, en passant par Bobo Dioulasso, est remarquable. Le goudron de Guébougou, Ouassala, c'est ça qui a retiré nos clients. Sinon, même jusqu'à présent, là, les anciens clients, là, ils veulent cet espace-là toujours, de là de Bobo. Ils veulent. Sinon, où là-bas, là, c'est loin avec eux. Si c'est au niveau de Nako, là, c'est proche avec Bobo. S'il y a un pont ici, ça va constituer vraiment un passage évident pour les transporteurs qui vont à Gawa et qui vont à Bobo. La commune de Nako est un carrefour ignoré. Dans la mesure où quand vous arrivez à Nako, vous êtes à 28 km de Tchankura, où il y a le goudron pour aller à Bobo. Vous êtes à 40 km
de Gawa. Et arrivé à Nako, vous pouvez aller à Dapola du côté aussi de la frontière, 20 km. Nako est à la croisée des chemins les plus courts pour rallier le Ghana au pays limitrophe à l'ouest du Burkina. Son enclavement sur toutes les voies d'accès a grippé ce carrefour. L'économie est asphyxiée et les populations crient au secours. Président Roch, on voulait que Nako nous aide. Les ponts à Nako va venir pour travailler à Nako, va avancer. Les jeunes Nako trouver travail. Président ghanéen, ils sont venus voir le fleuve et puis dit qu'il va venir faire le pont. Mais nous aussi, nous demandons notre président Roch de venir voir aussi et puis aider pour qu'il puisse faire le pont pour que les gens puissent passer. D'ici, la ville la plus proche du Ghana est à 3 km et à une cinquantaine de kilomètres de Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Le passage le plus court est un potentiel inexploité et ignoré qui boosterait de manière exponentielle la région du Sud-Ouest si un pont est construit ici. Vivement un pont pour Nako, la solidarité à l'égard des sinistrés des inondations des 28 et 29 août dernier à Kongoussi dans le BAM. Après leur relogement, le Conseil national de secours d'urgence vient d'acheminer ce matin du matériel de survie. À la réception de ce matériel, le soulagement se lisait sur les visages des sinistrés, selon le compte-rendu de notre reporter Maimouna Traoré. Le secteur 1 de la ville de Kongoussi et les villages de Louaga et Sargo sont les plus touchés par les inondations. Les évaluations sont en cours, mais déjà on dénombre 150 maisons tombées et plus de 1800 personnes sans abri. Il n'y a pas de pertes en vie humaine ni de blessés, mais les dégâts matériels sont énormes. L'eau nous arrivait à la hanche. Elle nous a causé beaucoup de dégâts. Personnellement, j'ai perdu 4 sacs de maïs, 2 vélos, une machine à coudre, un poste téléviseur et une plaque solaire, sans compter les maisons qui sont tombées. Certains sinistrés ont trouvé refuge dans des familles, d'autres sont relogés sur des sites d'accueil. Aujourd'hui, ils reçoivent la visite du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Il est venu leur exprimer la solidarité du gouvernement et leur apporter du matériel de survie, des vivres, des effets de couchage et des produits d'hygiène. Il était bon que nous puissions déjà apporter un temps soit peu un appui sur la base des évaluations que nous avons, des données que nous avons, mais et de rester toujours en écoute parce que les équipes sont là, vont continuer les évaluations pour recenser toutes les personnes sinistrées, mais également analyser les besoins parce que la réponse doit s'adapter également aux besoins des personnes affectées. Pour le CONASU, c'est une première démarche. D'autres dons seront remis à l'issue du recensement de toutes les personnes touchées. Et puis l'innovation cette année dans la correction des concours, des épreuves des concours de la fonction publique, une correction électronique qui est proposée pour davantage instaurer la transparence et garantir une égalité de chance entre les candidats. Ce matin, le ministère en charge de l'organisation de ces concours a convié la presse à venir voir ce qui se passe sur le terrain. Des détails avec Daouda Ouattara et Nathalie Sawadou. Voici comment la correction électronique va se passer. Pour l'étape de scannage, cela consiste à récupérer les feuilles des enveloppes, créer un dossier concernant le concours, par exemple celui des gestionnaires des ressources humaines, enregistrer le dossier et créer un fichier lié à ce concours sur le scanner et le renommer avec le nom du concours en question, puis lancer le scannage. Le logiciel en fait, qui est chargé de la correction fera la confrontation en fait, entre la feuille, la réponse type et la feuille que le candidat aurait renseignée. Donc ça se fait de façon automatique. Donc pendant la correction, il n'y a plus de mains humaines qui interviennent. Vous pouvez prendre par feuille, regarder en fait la note correspondante. La note est marquée sur la feuille et les bonnes réponses sont encadrées et les mauvaises réponses sont signalées. Toutes les informations sont disponibles sur la feuille du candidat une fois la correction terminée. La correction électronique des copies des candidats au concours direct, c'est la nouvelle trouvaille du ministère de la fonction publique.
Une innovation qui offre plus de commodité et de sécurité dans la correction des copies. Auparavant, on utilisait un seul document et le candidat composait directement sur le sujet. Et cette fois-ci, en plus du document sujet, le candidat doit composer sur une feuille réponse. La transparence commence à ce niveau. Si la feuille réponse, il ne porte pas son identité réelle. C'est le code que lui seul il connaît. Au total, 7 scanners, chacun d'une mémoire de 250 gigas, ont été déployés au niveau de l'ENAM pour recevoir les copies des candidats de tous les concours organisés dans les différents centres du pays. L'opération a débuté le 27 août dernier et se poursuit pour l'instant sans difficulté majeure, nous rassure le président des groupes de scannage. En sport, le 17e championnat d'Afrique senior et le 9e championnat junior de karaté débutent demain à Kigali, au Rwanda. 14 karatékas du Burkina défendront les couleurs nationales. Une équipe hyper motivée selon notre envoyé spécial à Kigali, Victorien Marienne. Après Yaoundé en 2017, c'est Kigali qui est le pôle d'attraction des joutes de 2018 de la crème du karaté 2 continental. C'est dans ce bijou flambant neuf de Intane Conference Arena et Rusololo de Kigali que les adeptes de ce art martial venus de 26 nations se lâcheront 48 heures durant pour le meilleur et pour le pire aussi. Les étalons karatékas qui ont pris leur quartier lundi dernier ici à Kigali continuent d'affûter les armes. La récupération et l'acclimatation se déroulent sans gros soucis. Ce soir, j'ai vu les enfants mobilisés, un groupe qui est vraiment passionné, qui veut donner tout ce qu'il a sur le tatami. Donc je pense que ce que j'ai vu ce soir, ça donne beaucoup à voir. Il n'y a pas de souci, c'est bien. Présent à Kigali et au 17e championnat d'Afrique senior et le 9e championnat d'Afrique junior, les combattants burkinabés veulent taper fort aux portes des grandes d'Afrique en la matière et c'est sur le tatami que ça se passera. Je pense que ça va aller. Confiant, il faut. Et comme à cœur voyant rien d'impossible, les ambassadeurs burkinabés à Kigali 2018 doivent faire mieux que de par le passé. À quelques heures du début des hostilités, le suspense reste entier ici à Kigali, au pays des 1000 collines. À l'étranger au Brésil, le président du Brésil, Michel Temer, a ordonné l'utilisation des forces armées pour garantir la sécurité à sa frontière avec le Venezuela, d'où affluent depuis des mois des réfugiés et déplore une crise qui affecte toute l'Amérique latine. Devant l'ampleur de cette crise et son extension, les initiatives nationales et régionales se multiplient. Regardez. Face à l'afflux de Vénézuéliens qui quittent leur pays, le Brésil va déployer 3200 soldats à sa frontière avec le Venezuela jusqu'au 12 septembre prochain. Selon le président brésilien Michel Temer, ces militaires auront la charge d'assurer la sécurité des citoyens brésiliens et celle des immigrants vénézuéliens qui fuient leur pays. L'idée de limiter le nombre d'entrées quotidiennes rendues publiques par le président Temer lui-même a finalement été abandonnée. Selon les Nations Unies, sur les 2 300 000 Vénézuéliens vivant à l'étranger, plus d'1,5 million d'entre eux seraient partis depuis 2015 et réfugiés dans les pays de la région. Au Brésil, la décision du président Temer de déployer des soldats dans la localité frontalière de Pacaraima, seul point de passage entre les deux pays, survient une dizaine de jours après ce déchaînement de violence de la part d'habitants en colère contre des camps de réfugiés vénézuéliens. Il ne s'agit plus de la politique intérieure d'un pays, mais d'une politique qui dépasse les frontières de nombreux pays et menace l'harmonie de notre continent tout entier. Pour faire baisser la pression migratoire à la frontière, le gouvernement brésilien a décidé de déplacer une partie des réfugiés vénézuéliens vers les grandes villes du pays, dont Sao Paulo. La revue de presse des quotidiens de ce jeudi est signée Abdul Rasmane Zongo. Quand la gardienne de la paix prend en otage le domicile d'une responsable de la société civile à Ouaga 2000, cela s'apparente à une visite pour le moins indésirable des Pandores chez Safiatou Lopez. Safiatou Lopez arrêté, souffle l'observateur,
Tandis que les éditions Le Pays murmurent, Safiatou Lopez interpellé. Le domicile de l'activiste encerclé puis perquisitionné, ajoute le journal Le Quotidien. Mais que reproche-t-on à la leader de la société civile, s'interroge le journal de tous les Burkinabés, mais pas que, même le défenseur de la veuve et de l'orphelin n'en sait pas plus que vous. L'avocat ici à l'image de Madame Lopez ne connaît pas aussi le motif de l'arrestation de sa cliente. Explication rapportée par les éditions Le Pays, je cite, « Officiellement, il n'y a pas de motif, affirme l'avocat, aucun mandat n'a été présenté à Madame Lopez, le motif de son arrestation n'a pas été communiqué, elle est partie avec les véhicules de la gendarmerie et on ne connaît pas sa position. » En attendant d'éclater la vérité dans cette affaire floue à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, nous parlons politique et autre chose à présent. Le message est plutôt limpide, celui des protestataires contre le nouveau bureau provincial du MPP. Le torchon brûle au sein de la famille provinciale du MPP dans le Houé, annonce aujourd'hui au Faso. Le nouveau bureau dirigé par Olivier Sanou est contesté et donc indésirable, rapporte l'Express du Faso. Olivier Sanou est accusé d'être un inconnu dans la province et surtout d'être à la solde d'un certain Issa Dominique Konaté, ajoute l'Observateur. Notre confrère Drissa Seré, qui nous a quittés hier à Dédougou, vient d'être accompagné à sa dernière demeure ce jeudi en fin de matinée. Drissa Seré était âgé de 48 ans, marié. Il laisse derrière lui 5 orphelins. Karim Udrao. Décédé le mercredi 29 août à Dédougou, c'est ce jeudi que Drissa Seré a été inhumé au cimetière de Ouaga. Parents, collègues, amis et proches sont venus l'accompagner dans sa dernière demeure. Ses collègues surtout retiennent beaucoup de lui. Je l'ai connu en 2006 quand je suis arrivé. Je retiens de lui que c'est quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très attachant. Même quand il n'était pas à la rédaction, et n'hésitez pas à nous appeler, à nous prodiguer des conseils. C'est vraiment une grande perte pour la rédaction parce qu'on estimait qu'après la fin de sa mission au ministère des Transports, il allait revenir pour nous aider à conduire la rédaction. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai côtoyé depuis une quinzaine d'années, qui m'a vraiment resté très très fidèle comme ami. Quelqu'un de très très affable, aussi bien pendant le travail qu'en dehors du service. Lors des conférences de rédaction, il est l'un des principaux animateurs avec des idées vraiment très très enrichissantes pour la rédaction. Beaucoup de courage à la famille, que ses enfants suivent ses traces. C'était quelqu'un d'exemplaire dans le travail et dans la vie associative. Drissa Seré est journaliste de formation depuis 2006. Son parcours va le conduire successivement à la télévision nationale du Burkina de 2006 à 2016, en tant que reporter au service d'information, à la direction de la communication et de la presse ministérielle du ministère en charge des Transports de 2016 à 2018, et enfin à la direction générale des médias depuis juin 2018. C'est un élément brillant sur lequel l'ensemble du personnel et le ministère comptaient sur lui pour lancer le nouveau défi que le ministre de la Communication a lancé. Et vous reconnaissez avec moi que ce fut une perte, non seulement pour sa famille, mais pour l'ensemble de l'administration au niveau de la communication. Je viens de perdre mon grand frère. Vraiment, bon, il était le tout pour nous. Ça, présentement, sincèrement dit, c'est-à-dire on le regrette. C'est une grande perte pour la famille. Vraiment, bon, on profite aussi de remercier la RTV. Autorités administratives, religieuses et coutumières présentes à la cérémonie d'inhumation ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. Âgé de 48 ans, Drissa Seré laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV.